C'est quoi le stoïcisme? Ce que personne ne t'a expliqué simplement. Tu as probablement déjà entendu ce mot, stoïcisme. Peut-être dans un livre de développement personnel, peut-être dans la bouche de quelqu'un qui dit qu'il encaisse tout sans se plaindre, peut-être en passant sur une citation de Marc Aurèle sur Instagram, et tu t'es dit « Ouais, c'est un truc de philosophe, pas vraiment pour moi ». Eh bien aujourd'hui, je vais te montrer que tu te trompais. Parce que le stoïcisme, c'est probablement la philosophie la plus pratique, la plus concrète et la plus utile qui ait jamais existé. Et elle a été conçue précisément pour des gens normaux, dans des situations normales et parfois très difficiles. Alors on repart de zéro. Pas de jargon, pas de cours magistral, juste une conversation. D'abord, c'est quoi une philosophie? Avant de parler du stoïcisme, il faut qu'on s'entende sur ce qu'est une philosophie. Parce que pour beaucoup de gens, la philosophie, c'est une matière scolaire ennuyeuse, des types barbus qui se posent des questions sans réponse ou des livres impossibles à lire. Mais à l'origine, une philosophie, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est une façon de vivre, un ensemble de principes qui t'aident à répondre à une question fondamentale. Comment est-ce qu'on mène une bonne vie? Pas une vie parfaite, pas une vie sans problème, une bonne vie. Une vie qui a du sens, qui est vécue avec intention et dans laquelle tu te sens libre, même quand les choses vont mal. C'est ça, la vraie question de la philosophie. Et c'est exactement la question à laquelle le stoïcisme tente de répondre. Les origines, un portique à Athènes. Le stoïcisme est né à Athènes, autour de 300 avant Jésus-Christ. Son fondateur s'appelait Zénon de Kition. Et l'histoire de sa conversion à la philosophie est elle-même assez parlante. Zénon était un marchand phénicien, un homme d'affaires, pas du tout un intellectuel au départ. Un jour, il fait naufrage et perd toute sa cargaison. Ruiné, il arrive à Athènes et entre par hasard dans une librairie. Il tombe sur les écrits de Socrate, les lit d'une traite et demande au libraire « Où est-ce que je peux trouver des hommes comme ça ?» Le libraire lui montre un philosophe qui passe dans la rue. Zénon le suit et sa vie bascule. Il commence à enseigner sa propre philosophie dans un endroit précis d'Athènes, un portique peint, en grec, une stoa. C'est là que le mot stoïcisme vient. Les stoïciens, c'était littéralement les gens du portique. Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que le stoïcisme est né d'un naufrage, d'une perte totale, d'un homme qui a tout perdu et qui a cherché comment continuer à vivre bien malgré ça. Ça donne le ton de toute la philosophie. Les grands noms que tu dois connaître. Le stoïcisme a traversé plusieurs siècles, et 3 figures dominent, celles dont les écrits nous sont parvenus. Le premier, c'est Épictète, un esclave. Oui, un esclave. Il est né en captivité, a subi des violences physiques toute sa vie, et est pourtant devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire. Ce paradoxe n'est pas un hasard. C'est au cœur même de sa philosophie. Épictète a compris une chose essentielle. Son maître pouvait contrôler son corps, mais jamais son esprit. Jamais ses choix intérieurs. Et c'est sur cette liberté-là qu'il a construit toute sa pensée. Le deuxième, c'est Sénèque, un homme de pouvoir et de richesse, conseiller de l'empereur Néron. Un personnage complexe, souvent critiqué pour ses contradictions, il prêchait la modération tout en vivant dans le luxe. Mais ses lettres et ses essais sont d'une profondeur rare. Il écrit sur la mort, sur le temps, sur l'amitié, avec une lucidité qui reste bouleversante 20 siècles plus tard. Le troisième, c'est Marc Aurèle, l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde connu à son époque. Et pourtant, chaque soir, il ouvrait son journal pour s'interroger sur ses propres failles, ses peurs, ses impatiences. Ces notes privées, jamais destinées à être publiées, sont devenues les pensées pour moi-même, l'un des textes les plus lus de l'histoire de la philosophie. Un esclave, un conseiller, un empereur. 3 vies radicalement différentes, une même philosophie. C'est ça qui est fascinant avec le stoïcisme. Il s'adapte à toutes les conditions humaines. Le cœur du stoïcisme, une seule idée fondamentale. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Parce que derrière tous les concepts et toutes les pratiques du stoïcisme, il y a une idée centrale, une seule. Et une fois que tu l'as comprise, tout le reste découle naturellement. L'idée, c'est celle de la dichotomie du contrôle. En termes simples, dans la vie, certaines choses dépendent de toi et d'autres non. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes jugements, tes intentions,
tes choix, tes réactions. Ce sont les seules choses sur lesquelles tu as un vrai pouvoir. Ce qui ne dépend pas de toi, la météo, l'opinion des autres, ta réputation, ton corps, les événements extérieurs, les décisions des autres personnes, la mort. Tout ce qui est dehors de toi. Épictète le formule dès les premières lignes de son manuel. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. De nous dépendent nos jugements, nos impulsions, nos désirs. Ne dépendent pas de nous notre corps, notre réputation, nos fonctions. Et voilà où ça devient puissant. La quasi-totalité de notre souffrance vient du fait qu'on essaie de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. On s'épuise à vouloir que les gens nous aiment. On panique face à l'incertitude de l'avenir. On rage contre ce qui est déjà arrivé. On lutte contre la réalité. Et c'est une lutte qu'on perd toujours. Le stoïcien, lui, ne perd pas son énergie là-dedans. Il se concentre sur ce qui est en son pouvoir. Et il lâche, vraiment lâche, tout le reste. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. Mais attends, le stoïcien est-il un robot sans émotion? C'est le malentendu le plus répandu sur le stoïcisme. Quand on dit de quelqu'un qu'il est stoïque, on imagine quelqu'un de froid, impassible, qui n'exprime rien et encaisse tout en silence. C'est faux, profondément faux. Les stoïciens ne cherchaient pas à supprimer les émotions. Ils cherchaient à ne pas être gouvernés par elles. Ce n'est pas pareil. Marc Aurèle était quelqu'un qui ressentait de la colère, de la tristesse, de la peur. Il le dit lui-même dans ses pensées. Ce qu'il travaillait, c'était sa réaction à ces émotions, l'espace entre le stimulus et la réponse. Cette fraction de seconde où tu peux choisir comment tu vas réagir. Les stoïciens avaient même des émotions qu'ils considéraient comme souhaitables, ce qu'ils appelaient les eupathies, la joie, la prudence, le souhait bienveillant envers les autres. Ce ne sont pas des robots. Ce sont des gens qui ont décidé de ne plus laisser leurs émotions les piloter à leur place. Il y a une phrase de Viktor Frankl, pas un stoïcien, mais un psychiatre qui a survécu au camp de concentration, qui résume parfaitement cet idéal. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir notre réponse. Dans notre réponse se trouve notre croissance et notre liberté. Les stoïciens avaient compris ça 2000 ans avant lui. Les pratiques concrètes du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas qu'une théorie. C'est une pratique quotidienne. Et les stoïciens avaient des exercices précis, ce qu'ils appelaient des askésis, pour entraîner leur esprit comme on entraîne un muscle. En voici 3 qui sont particulièrement puissantes. La première, c'est la méditation matinale. Chaque matin, Marc Aurèle prenait le temps de se préparer mentalement à la journée. Il anticipait les difficultés qu'il allait rencontrer. Les gens ingrats, les embouteillages de l'âme romaine, les mauvaises nouvelles. Il ne faisait pas ça pour se rendre pessimiste. Il le faisait pour ne pas être surpris, pour répondre avec calme plutôt que réagir avec panique. La deuxième, c'est la visualisation négative. En latin, la premeditatio malorum. L'idée est simple. Imagine que tu perdes ce que tu as. Ton travail, ta santé, les gens que tu aimes. Pas pour te déprimer, mais pour réaliser la valeur de ce que tu possèdes déjà. Les stoïciens avaient compris ce que la psychologie moderne a prouvé, que nous nous adaptons très vite au bonheur. Nous arrêtons de voir ce qui est bien dans notre vie. La visualisation négative casse cette anesthésie. Elle te rend présent à ce que tu as, maintenant. La troisième, c'est le journal. Marc Aurèle le faisait chaque soir, Sénèque aussi. L'idée est d'examiner sa journée avec honnêteté. Ai-je réagi comme je l'aurais voulu? Ai-je laissé quelque chose d'extérieur troubler ma paix intérieure? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Ce n'est pas de l'autoflagellation, c'est un regard lucide et bienveillant sur soi-même, au service du progrès. Le memento mori, penser à la mort pour mieux vivre. Il y a un concept stoïcien qui choque souvent au premier abord. C'est le memento mori. En latin, souviens-toi que tu mourras. Les stoïciens pensaient régulièrement à leur propre mort. Pas de façon morbide, mais comme un rappel essentiel, le temps est limité, la vie est courte. Ce moment que tu vis là, maintenant, tu ne le reverras jamais. Sénèque écrivait que la plupart des gens ne vivent pas. Ils se préparent à vivre. Ils attendent que les conditions soient parfaites, que le moment soit venu, que le risque soit nul.
et ils passent à côté de leur existence. Le memento mori, c'est le remède à cette procrastination existentielle. Quand tu gardes à l'esprit que tu es mortel, les petites contrariétés reprennent leur vraie taille. La dispute de ce matin, l'avis négatif sur les réseaux, le projet qui n'avance pas comme prévu, tout ça s'allège quand tu te rappelles l'essentiel. Et tout ce qui compte vraiment, les relations, les actes qui ont du sens, le temps avec ceux qu'on aime, tout ça reprend sa vraie valeur. L'amor fati, aimer ce qui arrive. Le dernier concept que je veux t'expliquer aujourd'hui, c'est peut-être le plus difficile à intégrer. Et pourtant, c'est celui que je trouve le plus libérateur. C'est l'amor fati, l'amour du destin. L'idée, c'est non seulement d'accepter ce qui arrive, ce qui est déjà une grande étape, mais d'aller plus loin, de l'aimer, de voir dans chaque événement, même douloureux, même injuste, une opportunité, une matière à travailler, un terrain d'exercice. Marc Aurèle écrivait « Un obstacle au chemin devient le chemin ». Ce n'est pas du positivisme naïf, c'est une réorientation radicale du regard. Au lieu de demander « Pourquoi ça m'arrive à moi ?», le stoïcien demande « Qu'est-ce que je peux faire avec ça ?» Épictète, rappelons-le, était esclave. Il n'avait pas choisi sa condition. Mais il avait choisi ce qu'il en faisait. Et il a choisi d'en faire une philosophie entière, transmise à travers les siècles. L'amor fati, ce n'est pas dire que tout est bien. C'est dire, quoi qu'il arrive, je reste debout. Et je travaille avec ce que j'ai. Pourquoi le stoïcisme résonne autant aujourd'hui ? On vit dans une époque saturée d'informations, de notifications, de comparaisons permanentes. Nos téléphones nous connectent à tout et à tous, en permanence. Et cette hyperconnexion crée une forme d'anxiété diffuse, un sentiment de ne jamais en faire assez, d'être toujours à côté de l'essentiel. Le stoïcisme offre une réponse à ça, pas en niant la réalité du monde moderne, mais en te rappelant que tu as encore un espace intérieur que personne ne peut envahir sans ta permission. Tu ne contrôles pas les algorithmes, tu ne contrôles pas l'économie, tu ne contrôles pas ce que pensent les autres de toi, mais tu contrôles ton attention, tes choix, ta façon de répondre à ce qui arrive. C'est pour ça que des entrepreneurs, des athlètes de haut niveau, des militaires, des thérapeutes, des dirigeants du monde entier reviennent au stoïcisme. Pas parce que c'est à la mode, parce que ça marche, parce que c'est une philosophie testée dans les conditions les plus extrêmes, l'esclavage, la guerre, le pouvoir absolu, et qu'elle a tenu. Ce que le stoïcisme n'est pas. Avant de conclure, je veux être honnête sur les limites et les malentendus. Le stoïcisme n'est pas une invitation à tout subir sans réagir. Ce n'est pas de la passivité. Un stoïcien peut se battre pour changer ce qui peut être changé. Il distingue juste clairement ce qui est en son pouvoir de ce qui ne l'est pas. Le stoïcisme n'est pas une philosophie qui nie la souffrance. Perdre quelqu'un qu'on aime fait mal. Échouer fait mal. Le stoïcisme ne dit pas que ça ne fait pas mal. Il dit que ta douleur ne doit pas te définir, ni te paralyser. Et le stoïcisme n'est pas une destination, c'est un chemin. Tu ne deviendras pas sage du jour au lendemain. Tu progresseras, tu trébucheras, tu recommenceras. Et c'est exactement ce que les stoïciens attendèrent d'eux-mêmes. En résumé, ce que tu peux retenir. Si tu ne devais garder que 3 choses de cette vidéo, premièrement, distingue ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. Et concentre toute ton énergie sur le premier. Deuxièmement, tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive, mais tu es responsable de la façon dont tu y réponds. C'est là que se trouve ta liberté. Troisièmement, le stoïcisme n'est pas une théorie à comprendre, c'est une pratique à vivre chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes. Appel à l'action. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à faire une chose simple, juste une. Prends un carnet ou une note sur ton téléphone et écris 3 choses sur lesquelles tu t'épuises en ce moment à vouloir les contrôler, alors qu'elles ne dépendent pas vraiment de toi. Juste les nommer, c'est déjà un premier pas. Et si tu veux continuer à explorer le stoïcisme avec moi, abonne-toi à la chaîne. La semaine prochaine, on va plonger au cœur du concept le plus transformateur de toute la philosophie stoïcienne, la dichotomie du contrôle. Et je vais te montrer comment l'appliquer concrètement dans ta vie, dès demain. Laisse un commentaire pour me dire quelle est la chose dans ta vie sur laquelle tu essaies le plus de garder le contrôle et qui t'échappe. Je lis tous les commentaires. À très vite. La voix stoïque.
le chemin intérieur.